Bienvenue pour cette nouvelle conférence dans le cadre de notre colloque annuel. Comme vous le savez, on a choisi le thème de la société face au terrorisme. Et aujourd'hui, pour poursuivre dans l'étude de ce sujet, nous vous proposons de s'intéresser à l'étude plus interne en se concentrant sur la figure de la terreur et de la criminalité, sur la naissance, le développement et sur la prévention psychologique. Donc, afin de répondre à toutes nos questions, nous recevons aujourd'hui deux intervenants, deux experts du volet psychologique au sein du cadre judiciaire. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter Madame Magali Ravi, qui est directrice du Centre de recherche en psychopathologie et psychologie clinique. Vous êtes également experte auprès de la Cour d'appel de Lyon, ainsi que professeure à l'Université Lyon 2. Vous êtes aussi responsable et co-responsable de plusieurs réseaux et axes de recherche, principalement dans le cadre de la clinique approche psychodynamique de l'acte, des agents violents et criminologie clinique. C'est ça. Nous accueillons un deuxième intervenant, Monsieur François Danet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert psychiatre dans le cadre judiciaire, c'est-à-dire que vous réalisez des expertises psychiatriques judiciaires d'accusés lors de leur procès. Et l'expertise psychiatrique est ensuite mise au service des juges pour décider de la sanction. Et vous êtes aussi docteur psychiatre en dehors du cadre judiciaire. Oui, je vous remercie, c'est en effet ça. Merci. Nous allons commencer avec une première question générale pour lancer le sujet. Donc, nous voulions savoir s'il existe des caractéristiques psychologiques qui reviennent en permanence ou du moins régulièrement chez les criminels et plus spécifiquement chez les terroristes. Merci. D'abord, je voulais vous remercier de l'organisation de ce modèle de conférence débat. Je ne sais pas si vous l'appelez comme ça. Je suis très heureuse de rencontrer des étudiants, des professionnels, et puis aussi de discuter avec mon collègue François Danet aussi autour de la pratique expertale. Alors peut-être pour faire bref, parce que du coup on peut discuter sur cette première question. Alors, concernant les caractéristiques psychologiques qui reviennent en permanence régulièrement chez les criminels, il faut quand même savoir que du côté de l'expertise, ce n'est pas la question qui est posée, mais du côté de l'expertise psychologique, on ne peut pas avoir de critères qui seraient des critères qui seraient que des invariants. C'est-à-dire que ce qu'on voit bien, au cas par cas, lorsqu'on rencontre les personnes. Alors moi, je travaille en détention, j'ai travaillé en détention auprès de criminels, et puis j'ai cette pratique d'expert, donc avec deux dispositifs de rencontre et d'observation qui sont très différents. D'un côté, on est dans une demande de soins, avec des modèles de rencontres qui sont différents, et puis de l'autre côté, on est dans une évaluation expertale à destination, effectivement, d'un jugement. Donc c'est intéressant d'avoir des modèles de rencontres qui sont différents parce qu'on n'a pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes enjeux. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, ce qui est important de souligner quand même, c'est que ce qu'on voit, et du côté notamment de l'humain, de la condition humaine, c'est que l'humain est très variable au contexte. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge, en fonction de la situation, en fonction des rencontres, en fonction de tout un tas de choses, il peut y avoir un basculement du côté de la criminalité. Alors ça, c'est un élément important parce qu'il n'y a pas d'élément, si vous voulez, d'invariant qui ferait que cette personne-là, à l'âge de tel âge, pourrait devenir un criminel à tel autre âge. En revanche, effectivement, on rencontre des critères du côté de la criminalité qui sont très différents. Alors, pour préparer cette conférence, je me disais que, par exemple, du côté des mères infanticides, il y a des critères qu'on rencontre du côté de la grande mélancolie, du côté de problématiques, effectivement, du lien, de la rencontre, mais ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais qui sont particuliers, qui sont typiques, avec un noyau de mélancolie profond. On voit bien comment la rencontre est difficile, on voit bien comment les affects sont mis en difficulté, et on voit bien comment, du côté des modalités d'accordage avec le mère et l'enfant, c'est difficile. On a aussi, du côté de la violence à caractère sexuel, qui va se décliner de manière très différente du côté des viols collectifs, du côté des patients pédophiles, du côté du viol, j'allais dire, occasionnel, ou du côté du viol qui va être fomenté à partir d'une espèce de scénario qui revient, ou de scénarii qui vont se déplier à partir de contextes variés. On peut aussi parler de la criminalité dans le contexte conjugal qui est lié à d'autres formes de criminalité où en général il y a des affects qui sont très forts, très mobilisés. Alors si d'un point de vue légal le crime passionnel n'existe plus, on voit bien du côté des femmes qu'il y a quelque chose de très passionné, très passionnel dans les modalités de rencontre qui sont liées peut-être à des angoisses d'abandon, des angoisses de désétayage. Alors ça c'est un critère qu'on rencontre, si vous voulez, qui est typique.
mais qui va donner lieu à une expression en fonction de contextes variés, de choses qui sont très différentes. Effectivement, on a comme ça des choses qu'on voit régulièrement chez les criminels. Je crois que Zaguri a l'habitude de parler de la règle des 3 P, c'est-à-dire patient psychotique, psychopathique et pervers. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces 3 lignées avec des arrimages plus ou moins variés. Alors, en ce qui concerne la spécificité des patients, des sujets terroristes, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de patients terroristes. Alors moi, je n'ai pas cette pratique-là, parce qu'il y en a très peu. En tout cas, il y a très peu d'experts qui, heureusement, plutôt bon signe, ne font pas d'expertise de sujets terroristes. Mais je crois que ça a à voir d'une certaine manière, mais pas sur le même versant, à quelque chose du côté de la sérialité. Il y a, et alors je reprendrai volontiers les critères que propose Daniel Zaguri, dans Daniel Zaguri qui est un expert, où il parle effectivement de la manière dont il y a la question de l'idéal qui est au cœur de cette question du terrorisme. C'est-à-dire que c'est un crime au nom de quelque chose qui renforce un idéal, c'est-à-dire au nom d'une cause qui dépasse, si vous voulez, la condition humaine. Donc forcément, il y a quelque chose qui est extrêmement... il y a une espèce de subversion des règles, c'est-à-dire qu'au contraire, la règle sociale et la règle morale, c'est une tueur à point. Et là, il y a une subversion de cette règle-là, c'est-à-dire qu'au nom d'eux, on peut tuer, on peut être amené à tuer. Alors, ce que je trouve important aussi, c'est que ce que dit Zaguri, je reprends ce terme parce que je le trouve très bien, il dit que c'est le mal partagé devient un bien collectif. Ça, je trouve que c'est un élément qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui c'est un mal pour un bien. Voilà. Alors, autre critère qui me semblait important, ça c'est plutôt des choses qu'on retrouve dans d'autres problématiques, c'est la manière de chosifier l'autre. Alors, avec des choses qui peuvent être différentes, c'est-à-dire que c'est soit, faire sans ses affects, c'est-à-dire ne plus être mobilisé par des affects, sachant que l'affect, c'est la condition humaine. On est affecté en permanence, que vous ayez au cinéma, au quotidien, vous êtes affecté par des modalités. Et ce type de crimes font que les conditions de la criminalité, de cette criminalité, c'est un peu comme la sérialité, font que le sujet est au-delà de ces conditions d'affect. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'affect. Alors c'est ce que vous avez entendu aussi dans les reportages qui ont été très forts sur Arte, où on entendait comment les enfants étaient invités à tuer leurs petits nounours, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans l'éducation, il y a quelque chose qui est invité du côté de faire à côté, de surtout pas prendre l'affect, parce que l'affect, c'est ce qui mobilise la condition humaine, c'est ce qui crée des modalités identificatoires. Maintenant, on parle d'empathie. En psychopathologie, on parle de modalités identificatoires, c'est-à-dire qu'on grandit, on s'organise avec des modalités identificatoires de manière consciente ou inconsciente. On a envie de ressembler à un tel ou surtout pas à un tel. Mais du coup, c'est ce qui crée ce portage affectif et empathique. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les crimes de masse en particulier. C'est-à-dire la manière où l'affect il est mis de côté. Alors avec je pense des contextes, des manières d'utiliser, de mettre de côté l'affect qui sont différents, et notamment une des manières qui est importante, c'est une espèce de robotisation du sujet. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'apprentissage comme ça en permanence. On parle de lavage de cerveau, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que le sujet, pour pouvoir commettre ce type de criminalité, il est plus sujet de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de programme qu'il doit effectivement accomplir au nom de quelque chose. Voilà. Donc ça, je crois que c'est des éléments qui sont extrêmement particuliers du côté de ce type de criminalité. Alors du coup, je ne sais pas si je... Oui, je vais peut-être enchaîner. Je vous remercie également pour cette invitation. En effet, c'est très agréable d'échanger avec le monde de la justice à travers cette association d'une université de droit, et aussi de s'inscrire dans une logique à la fois de pluridisciplinarité, puis je dirais d'interdisciplinarité aussi, où chacune des disciplines enrichit l'autre. Alors pour ce qui est de l'expertise psychiatrique en général et en particulier concernant le terrorisme, une mission d'expertise demandée par un juge d'instruction ou le cas échéant par un officier de police judiciaire a toujours une question centrale, depuis l'histoire de la psychiatrie et depuis l'histoire de l'expertise psychiatrique en particulier. La question centrale, c'est la question de la responsabilité pénale.
Initialement, d'ailleurs, on pourrait considérer que pendant 150 ans, ça a été l'unique question qui intéressait les magistrats. Et puis progressivement, avec l'apparition de la psychanalyse, avec l'apparition également de l'expertise psychologique, on pourrait dire que durant la deuxième moitié du XXe siècle, d'autres éléments se sont déployés dans l'expertise psychiatrique et également dans l'expertise psychologique qui concerne la personnalité du sujet, le cas échéant sa dangerosité, un certain nombre d'éléments qu'on peut déceler pour tenter de trouver un sens, tant dans la biographie de l'auteur que dans son histoire psycho-affective. Quel sens finalement à cet événement singulier qui était le crime qui s'est produit ou d'autres éléments criminels antérieurs, quel sens ces éléments criminels ou délinquants ont dans l'histoire du sujet. Donc une dimension à la fois objective du côté de la recherche de signes cliniques, mais également subjective. La subjectivité n'étant pas une opinion, mais plutôt le fait de repérer ce qu'il se déploie dans la rencontre unique et singulière pour indiquer des éléments psychologiques ou psychopathologiques chez l'individu qu'on rencontre. En effet, comme l'a dit Magali Ravit, il est important de ne pas rencontrer quelqu'un qu'on expertise avec trop d'a priori, même si on en a des a priori. Je vais reprendre les questions des mères infanticides. En effet, la plupart du temps, et je dirais presque toujours, on est confronté à des mères mélancoliques. Je prendrai les cas de parricide, c'est-à-dire le fait de tuer un parent, mère ou père. En l'occurrence, j'ai vu beaucoup plus de parricides de mères. Ce sont quasiment toujours des psychotiques, mais il est important quand on va rencontrer quelqu'un qu'on ne se dise pas « je vais rencontrer un psychotique » comme si on écrivait l'expertise avant même de la rédiger. Et il en va de même pour les autres situations, délinquance et criminalité sexuelle, qui constituent pour les experts psychiatres la majorité des expertises. Il y a évidemment des grands éléments qu'on pourrait être tenté de considérer comme des invariants. Et du coup, nous serions orientés dès la rencontre vers certaines conclusions que nous aurions quasiment écrites avant cette rencontre. Donc il faut savoir se laisser surprendre par des gens qui ne vont pas rentrer dans les cadres habituels et être dans un entretien suffisamment ouvert pour à la fois recueillir des éléments objectifs qui peuvent différencier des éléments objectifs qu'on rencontre d'habitude et pour également être dans une authentique rencontre et dans une intersubjectivité qui reste au cœur de la médecine en général, de la psychiatrie en particulier et de l'expertise qui est une expérience singulière au sein de l'expertise, au sein de la pratique psychiatrique. Alors, en effet, il y a plusieurs situations et la question du terrorisme, d'auteur d'actes terroristes, est une situation particulière. Alors, en effet, on rencontre très peu d'auteurs. La majorité d'entre eux décèdent. Moi, j'ai rencontré beaucoup plus de gens qui étaient dits auteurs, c'est-à-dire impliqués dans des affaires de terrorisme, mais plutôt dans des situations de préparation ou de prosélytisme, mais de prosélytisme, on va dire, actif, au-delà d'une fiche, c'est-à-dire des gens qui sont incarcérés parce que dans leur dossier pénal, dans l'enquête, il y a eu des éléments qui mettaient en évidence un prosélytisme qui allait jusqu'à la préparation, finalement, à la lisière de la préparation ou l'engagement dans la préparation. Alors, dans l'expertise, on rencontre les situations habituelles de l'expertise, dans les expertises de personnes terroristes. C'est-à-dire qu'il y a la variation de situations, y compris d'ailleurs la situation d'une personne qui est psychotique et qui délirait. C'est-à-dire d'un délire paranoïaque complètement construit, par exemple, où j'ai rencontré également, comme auteur, un schizophrène. C'est-à-dire que l'entrée dans la schizophrénie, si j'ose dire, en réalité, il y avait des modalités d'entrée dans la schizophrénie qui précédaient, mais l'entrée dans la schizophrénie s'est faite par un acte terroriste. C'est-à-dire par le fait de tirer en l'occurrence sur des policiers. J'ai rencontré également une autre personne qui en effet présentait un délire schizophrénique, qui s'était fixé sur ses voisins dans un conflit de voisinage assez typique qu'on peut rencontrer chez les schizophrènes et qui avait, à l'occasion de l'intervention des policiers, parce qu'il avait tiré sur ses voisins, a transformé en quelque sorte ces faits en un fait terroriste invoquant une cause djihadiste. Donc on est là dans une circonstance très classique d'expertise où, à une autre époque, ce même individu aurait présenté un délire qui se serait fixé sur autre chose. C'est-à-dire que le délire, là,
peut avoir une dimension mystique, il peut avoir une dimension de filiation, mais 10 ans plus tard ou 10 ans plus tôt, le délire se serait fixé sur un autre élément en quelque sorte de l'actualité, puisque le délire glane toujours dans des éléments d'actualité. Quand on travaille à l'hôpital psychiatrique, on peut rencontrer des gens, par exemple, qui délirent sur l'écologie, parce que l'écologie est au cœur des préoccupations actuelles. Il y a 200 ans, les patients psychotiques, certains d'entre eux se prenaient pour Napoléon. Aujourd'hui, on rencontre des patients qui se prennent pour Sarkozy ou Macron. C'est-à-dire qu'on voit bien que les gens glanent dans l'actualité les motifs de délire. Alors maintenant, si on se porte vers des éléments à proprement parler de radicalisation, on est plutôt face à des histoires comparables à la délinquance et à la criminalité telle qu'on la rencontre dans les vols, les voies de fait, voire les violences conjugales, les braquages, etc. Sur ce que nous appelons par exemple, on a parlé de psychopathe tout à l'heure, personnalité antisociale. Mais dans ces situations, il y a quand même autre chose dans la question terroriste. Probablement une dimension surnuméraire. Donc on n'est plus en train de parler de psychose, mais plutôt de troubles de la personnalité. Éventuellement, on pourra les définir, ces troubles de la personnalité, si vous le souhaitez, ce que ça signifie, quelle est sa définition clinique. En tout cas, dans ces situations, il y a une dimension surnuméraire que Magali Ravit a dénommée idéale, mais qu'on peut appeler idéologie aussi, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre finalement entre des éléments internes de difficulté et des éléments externes qui sont fournis à l'individu pour donner une réponse à ces difficultés. Alors je vais faire une comparaison qui peut paraître un peu lapidaire, c'est la question de la toxicomanie, surtout pour nous qui avons connu les toxicomanes d'avant la méthadone, d'avant les produits de substitution. On voyait beaucoup de patients toxicomanes qui avaient une identité de substitution avant donc 1994, novembre 1994, la mise en place des produits de substitution, qui avaient une identité de substitution qui était toxicomane. C'est-à-dire, je suis toxicomane, était leur identité de substitution. On peut dire que la toxicomanie venait effacer l'identité antérieure et les carences antérieures, les difficultés tant historiques que psychoaffectives de l'enfance et de l'adolescence. Là aussi, l'idéologie djihadiste ou l'idéologie qui conduit à s'inscrire dans une logique terroriste va donner une réponse qui est un peu comme pour comparer avec la toxicomanie, qui est à la fois un problème et une solution. C'est-à-dire que c'est une solution qui va colmater les vécus internes difficiles, mais c'est une solution, comme dans la toxicomanie, qui ne fonctionne pas, puisqu'elle conduit à la fois à commettre des faits, qui est préjudiciable pour autrui, mais également à aggraver la situation de détresse de l'individu par une surexcitation, par exemple. Voilà, ou par une anesthésie affective, comme cela a été cité. Donc c'est la rencontre, et ça on pourra revenir sur les ingrédients de la rencontre si vous le souhaitez, entre quelque chose d'externe et une problématique interne. Merci beaucoup. Et est-ce que, selon vous, il est possible de prévenir et surtout de soigner alors, certains types de criminalité, parce que je pense que du coup on ne peut pas généraliser à toute criminalité? Alors, de prévenir, sûrement, enfin, de prévenir, alors ça dépend à quel niveau on peut prévenir, mais par exemple, moi je pense ce qu'il faudrait réformer, c'est nos institutions pénitentiaires. C'est de manière extrêmement importante, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit bien, alors de manière très rapide, ce qu'on dit, oulala, ils sont tous recrutés en détention. C'est pas tellement la détention, parce que c'est la détention, c'est qu'ils sont recrutés dans des endroits, ça peut être aussi des familles, des lieux, avec des gens qui, enfin, ce qui fait que une personne se sent citoyenne, se sent un sujet. C'est un maillage de choses. Et un des maillages de choses, c'est des règles qu'on vous a apprises, les règles morales. Le mensonge, voilà, tu ne tueras point. Et puis avec des taux, oui, mais dans tel contexte, tu peux. Enfin, il y a tout un tas, les juristes, vous connaissez ça bien mieux que les psychologues, il y a des règles qui s'adaptent en fonction de tel contexte, de telle situation. Et puis il y a la manière dont, effectivement, il y a le social, il y a comment le sujet, il s'ancre dans le social. Et un des premiers lieux dans lesquels on va s'ancrer, c'est la famille. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez au monde, il y a ce qu'on appelle un contrat narcissique. Alors on peut dire un contrat narcissique d'appartenance. Ça va être toutes les fées ou pas qui se penchent, voire les sorcières qui se penchent sur votre berceau, peu importe, qui disent celui-là, il a les yeux d'un tel, il a, etc. C'est-à-dire que même avant votre naissance, vous êtes pris dans des liens
qui sont des liens particuliers. On vous donne un projet, vous allez appartenir, que vous le vouliez ou pas, voilà, à un milieu, à un contexte, etc. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui maille un individu, c'est ce qui permet de tisser un individu, qu'il le veuille ou pas, qu'il le choisisse ou pas, à un tissu social qui d'abord est familial. Et puis après, il y a, quand on est étudiant, la vie d'étudiant, la vie professionnelle, etc. C'est-à-dire que chaque contexte va vous mailler, va vous renvoyer des éléments de vous que vous aimez plus ou moins, etc. C'est ce qui fait que vous changez de métier, de travail, de ce que vous voulez, de conjoint, etc. Mais on est tous pris en permanence dans des réseaux, tissés dans des réseaux. Et un des éléments, alors ça c'est la psychologue qui a travaillé pendant 15 ans en détention qui parle, c'est que ce qu'on observe beaucoup en détention, c'est comment le bannissement, alors avec tous les critères d'une peine qui se voudrait, qui amende, qui est afflictive, etc., tous les caractères de la peine, enfin, qui devraient être interrogés, pas tellement le caractère de la peine, mais l'enjeu de la peine par rapport à ce type d'institution. Le bannissement aujourd'hui, lorsque vous bannissez quelqu'un pendant une vingtaine d'années, j'allais dire, bien sûr qu'il faut protéger le corps social, bien sûr que la peine doit être afflictive, mais aujourd'hui, lorsqu'on vous envoyez quelqu'un en détention, il n'y a pas de travail déjà, peu de travail, donc c'est difficile pour lui d'apprendre un métier. Déjà, d'apprendre un métier, ça, c'est un projet qu'on a pour quelqu'un, quand tu sortiras, etc. C'est projeter quelqu'un dans la société. Là, c'est très difficile en détention parce qu'il n'y a plus de projet d'intégration, c'est-à-dire que du côté de la détention, on est beaucoup plus du côté du bannissement que de l'intégration. Et pour le coup, ce qu'on appelle les modalités d'appartenance à un groupe, à une communauté, flanche, c'est-à-dire tout ce que vous avez en permanence, c'est que vous n'êtes pas comme les autres, vous ne faites pas partie des autres. Quid effectivement de ce qu'on entend, mais ils ont même la télé dans les prisons. Ils ne souffrent pas suffisamment. On l'a tous entendu, on se l'est tous même entendu dire dans nos petites... donc c'est vraiment, comment dire, la peine de prison, c'est un endroit qui effectivement doit être pensé pour protéger le corps social, mais c'est un endroit qui doit être pensé après le jugement, après le parcours de l'instruction, de la maison d'arrêt et après la condamnation, pour pouvoir intégrer les gens. Voilà. Et pourquoi, effectivement, il y a une certaine partie des terroristes qui sont recrutés, entre guillemets, en détention, tout simplement parce que les gens, ils n'appartiennent plus à rien. Il n'y a plus de contrat d'appartenance, on les attend nulle part. Lorsque vous faites 15 ans de prison, dites-moi dans 15 ans, je vous mets au défi de savoir dans 15 ans ce que vous serez, etc. N'empêche que vous savez bien, parce que vos parents attendent des choses de vous, parce que socialement, on attend des choses de vous, donc vous pouvez vous projeter, mais vous vous projetez parce que le social vous projette. Lorsque vous êtes dans une institution, à un contexte qui fait qu'il n'y a rien, et puis vous avez fauté et c'est ad vitam aeternam, c'est très compliqué. Donc pour le coup, j'allais dire la solution de facilité, c'est un peu schématique ce que je dis, mais la solution de facilité, effectivement, c'est d'avoir des modalités d'appartenance qui vous permettent, attention, d'éradiquer le passé, parce que dans le djihadisme, enfin, c'est un mot que j'aime pas du tout d'ailleurs, c'est parce que faire son djihad, c'est quelque chose de religieux, qui a rien à voir avec la question, effectivement, pour moi, la radicalisation de la violence, qui prend pour forme la religion, n'a rien à voir avec le djihadisme. Enfin, je trouve que c'est un terme qui est mal posé pour moi, mais je suis pas spécialiste du monde arabe, je pense que vous allez recevoir des gens qui sont beaucoup plus spécialisés que moi, mais c'est une forme de radicalité qui, avec une idéologie très très forte, dit le passé, il est mort, et l'avenir est prometteur, y compris les 80 vierges, etc. Peu importe, mais c'est dans l'avenir. Et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que c'est là où il y a une espèce d'élation narcissique, une espèce d'orgie narcissique qui est extraordinaire, parce que ça œuvre comme quelque chose d'une réparation totale, totalitaire et totale. C'est-à-dire que tout le parcours que tu as fait en détention, là, il va prendre un sens, parce que l'avenir, c'est ce qu'on te projette. Tu n'es que avenir et tu vas servir une cause qui est extraordinaire au niveau idéal, au niveau d'un idéal. Voilà. Et pour le coup, ces gens qui ont, et lorsqu'on est en détention, les gens qui sont en détention, assez régulièrement quand même, on voit un parcours de vie qui est difficile, qui a été compliqué, voilà, avec des placements en foyer, avec etc., etc. Donc il y a eu déjà une succession de modalités comment dire,
de moments où les gens se sont sentis à côté d'eux, à côté d'un système, à côté de l'école, pas entendus. Je crois qu'il y a 15% d'illettrisme en détention. Enfin, donc ils ont un parcours quand même qui est assez spécifique, hein, qui est singulier pour chacun. Mais voilà, avec déjà des gens qu'on aurait peut-être dû plus intégrer. Hein, Et pour le coup, la détention, ça va mobiliser ça, mais de manière définitive, hein, lorsque vous faites une peine longue. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose qui, du côté de la détention, en tout cas, devrait être davantage repensé avec des apprentissages, des formations qui pourraient intégrer. Ce qui n'est pas si simple que ça, parce que ça veut dire aussi de changer la vision du social vis-à-vis de l'institution et puis vis-à-vis de la peine. Alors, voilà, moi, ce que je pourrais en dire sur cette question-là, en tout cas. Je ne sais pas si on peut changer un profil. Ça, moi, je ne suis pas du tout sur ce modèle-là. Mais je pense qu'on peut changer effectivement les contextes dans lesquels on permet aux gens de pouvoir s'intégrer, il me semble. Oui, alors je vais répondre justement en repartant aussi de ce dont j'ai parlé tout à l'heure quand j'évoquais la question des troubles de la personnalité. C'est-à-dire que je vais partir de là pour parler de la prévention. En effet, nous, psychiatres et psychologues, nous avons du mal, et ce n'est pas forcément notre vocation, à définir ce que c'est qu'une normalité psychique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, et je vais vous délivrer une anecdote, j'enseigne en 2e année à l'école de psychologues praticiens qui forment donc des psychologues, en psychopathologie de l'adulte. Et régulièrement, enfin tous les ans, je fais un cours qui s'appelle les troubles de la personnalité, et à force que les étudiants me disent « oui, mais vous nous expliquez ce que c'est que les troubles de la personnalité, mais on aimerait bien savoir ce que c'est qu'une personnalité normale ». J'ai fini par rédiger à contre-cœur une ou deux pages sur ce que j'appelle la personnalité dite équilibrée, et quand je leur lis ces paragraphes, je leur dis à chaque fois combien je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai écrit. C'est-à-dire en disant, ça, cette ligne-là, vous pouvez l'enlever, cette ligne-là, vous pouvez l'enlever parce qu'elle est contestable, on ne peut jamais définir une personne normale. En effet, si j'étais cardiologue, je pourrais vous définir un cœur normal. Un cœur normal, il a une anatomie, il a une localisation, il a une fonction. La fraction d'éjection du ventricule gauche est standardisée chez les êtres humains, comme est standardisé le moteur d'une 208 ou une chaudière Frisquet, si vous voulez. Il y a une standardisation de l'anatomie et de la fonction. Pour ce qui est, il n'y a pas d'anatomie du psychisme, et les fonctions psychiques existent, hein, la mémoire, le langage, la pensée, les fonctions instinctuelles, nourriture, sexualité, sommeil, par exemple, mais on est bien en difficulté pour décrire ce que c'est qu'un nombre d'heures normal de sommeil, ce que c'est qu'une alimentation normale, et bien évidemment ce que serait une sexualité qui serait normale et constructive. Même si on est en capacité de définir ce qui serait une sexualité problématique, notamment à travers la pédophilie, le viol ou d'autres situations plus subtiles. Donc, les troubles de la personnalité, ils s'ancrent la plupart du temps sur des histoires qui ont été difficiles. On parle de carences relationnelles, de carences affectives, de carences éducatives, c'est-à-dire des parcours de vie qui ont conduit un enfant à être dans une situation d'insécurité dans leur environnement parental, soit que l'insécurité soit liée à des difficultés internes des parents, par exemple des troubles de la personnalité chez des parents, des maladies mentales, des troubles dépressifs, notamment chez la mère, ou soit qu'il y ait une interaction avec des éléments extérieurs, la déportation, l'immigration, la torture, que sais-je, etc. Donc, il peut y avoir des facteurs internes à la famille, des facteurs externes, qui engendrent des troubles de la personnalité et qui vont conduire, je dirais, durant l'enfance et l'adolescence, à des troubles qui vont déjà exister. On a parlé de troubles des conduites et ça a fait l'objet de polémiques, je vais expliquer pourquoi. Donc, finalement, l'un des éléments de prévention en général, et pas forcément en particulier contre le terrorisme, mais en général contre la violence à l'âge adulte, c'est le repérage. Alors il y avait eu une polémique dans les années 2000, parce qu'il y avait l'idée de repérer sur des critères bien ciblés des enfants qui pouvaient aller mal. Du coup, il y avait une polémique entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Ceux qui étaient contre disant pas de zéro conduite pour les enfants de moins de 3 ans. Enfin, il y avait une pétition là-dessus. Mais je dirais qu'en fait, là où on peut sortir de cette polémique, c'est le repérage, il existe. Il existe à travers les travailleurs sociaux, il existe à travers la protection judiciaire de la jeunesse, il existe à travers l'aide sociale à l'enfance. Et je dirais que dans vos études, vous apprenez ça mieux que nous, psychiatres et psychologues. Nous l'avons appris plus ultérieurement à nos études, quand nous nous sommes spécialisés dans le domaine de l'expertise et de la criminologie. Donc ce repérage, il est censé exister. Il est censé exister par des modalités qui considèrent l'enfant en danger et l'enfant dangereux dans une même entité.
c'est-à-dire la protection de l'enfance au sens large, qu'elle soit administrative, qu'il s'agisse de parents qui d'eux-mêmes se désignent comme en difficulté, ou qu'il s'agisse de parents qui consentent à s'estimer en difficulté, repérés par des travailleurs sociaux, repérés par l'école, repérés par des interlocuteurs. Et il y a également une protection judiciaire de la jeunesse qui est plus contrainte, mais où il peut y avoir une alternance entre des moments de contrainte et des moments de consentement. Donc le repérage, il existe, et d'une certaine manière, la prévention, à travers des modalités d'accompagnement qui peuvent être mises à mal, en effet, dans certaines circonstances, par certaines politiques, par le nombre de dossiers que peut avoir un seul travailleur social ou par le nombre de dossiers que peut avoir un seul juge des enfants. En effet, le repérage existe, c'est repérer des difficultés comportementales, des difficultés d'empathie des enfants et des adolescents qui signent une souffrance interne et qui vont conduire, en effet, à développer ce qu'on appelle un trouble de la personnalité. C'est un trouble de la personnalité, c'est un trouble interne qui conduit à des difficultés relationnelles. Il y a ce qui est interne, c'est-à-dire des pensées, des émotions, des sensations corporelles problématiques, très insécures, qui vont conduire à un moment donné à des difficultés, on pourrait dire, repérables à l'âge adulte. Ces difficultés peuvent être répréhensibles par la loi, les délits, les crimes, ou ces difficultés peuvent être auto-agressives, alcoolisme, toxicomanie, tentative de suicide à répétition. Parfois, il y a soit l'un, soit l'autre. Parfois, on est soit dans le domaine, on va dire un peu de la psychiatrie ou de la psychopathologie. Parfois, on est dans le domaine de la justice. Parfois, on est dans le domaine des deux. En effet, pour revenir à la question carcérale, l'essentiel, c'est bien évidemment qu'il y a un projet, mais on peut aussi se tourner vers la question thérapeutique. C'est-à-dire qu'on voit, si on est optimiste, et moi je vois beaucoup de gens sortis de peine, notamment les délinquants sexuels, le suivi psychologique et psychiatrique est essentiel. Et ça, on le voit quand on lit des expertises d'étape, c'est-à-dire pas des expertises pré-sententielles, mais des expertises post-sententielles. Les expertises d'étape peuvent mettre en évidence une évolution. Alors, là où la question terroriste est difficile, c'est qu'en effet, l'idéologie sert de paravent, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en quelque sorte, une pureté psychopathologique, mais il y a en plus une idéologie. C'est-à-dire qu'il y a, comme je l'ai dit, une rencontre entre quelque chose d'interne et quelque chose d'externe. La tendance, par exemple, à la haine, l'hostilité, la violence, qu'on peut retrouver chez beaucoup de personnes qu'on expertise, va trouver une justification externe. La question également de repère d'appartenance peut se faire à travers l'adhésion à un groupe interne qui discrédite le groupe externe. Finalement, la souffrance, au lieu d'être interrogée, elle va être gommée et légitimée par le fait de dire si tu souffres, ce n'est pas parce qu'il y a une complexité de situation de l'enfance et de l'adolescence, tant au niveau interne qu'externe, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qu'il est légitime d'éliminer, à travers à la fois une idéologie et un leader charismatique qui va offrir clé en main une solution finalement à la souffrance. Et c'est bien ça qui est difficile, qui peut constituer un obstacle. C'est l'un des obstacles au suivi psychologique, si tant est qu'il y ait des conditions carcérales favorables, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire que pour toute personne, notamment non terroriste, il y a des obstacles à la psychothérapie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est rivé sur un fonctionnement pédophile, violent d'un point de vue conjugal, etc., qui refuse les soins, qui est dans une mise à distance des affects et qui estime que tout est de la faute des autres, ce que nous appelons la pensée projective, ne va pas non plus adhérer aux soins. Donc en effet, l'idéologie, le leader charismatique peuvent servir de paravent à un engagement dans des soins, mais ça peut être le cas d'autres situations plus générales. Oui, je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais, François, la question de prévenir. Moi, je trouve que c'est une sacrée question parce que, alors, pas du côté du terrorisme, mais par exemple du côté des mères infanticides. Cette question, elle est forte. Pourquoi ? Parce que, en général, on organise tout le temps, y compris quand on va mal, des modalités d'intégration, j'allais dire, alors on va dire ça comme ça, du côté du faux self parfois. C'est-à-dire qu'on n'aime pas se montrer désinséré d'un collectif. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à faire comme si tout allait bien. Quand quelqu'un vous dit ça va bien, vous dites pas non, ça va pas bien. C'est-à-dire que la réponse en général sociale, c'est de faire comme si tout allait bien. Et pour le coup, il y a des moments où alors on peut se dire, ses amis, ses collègues, etc., mais non, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, la découverte, effectivement,
de violences sexuelles subies par des jeunes filles, des jeunes femmes et des jeunes garçons, c'est souvent à l'occasion de la première rencontre amoureuse. Et du coup, c'est parce qu'effectivement, il y a un moment donné où il va y avoir une reconnaissance de l'autre comme faisant partie, effectivement, de sphère de confiance avec des partages, voilà, des partages affectifs importants. C'est ce qui fait que l'autre va se sentir en sécurité ou en sécurité suffisante. On parle beaucoup du risque, mais je pense qu'il faudrait essayer de travailler sur les conditions de sécurité des gens, comment ils se sentent en sécurité. Et pour le coup, les gens, à ce moment-là, vont parler, les victimes, entre guillemets, vont parler de ce qui s'est passé. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que de repérer des signes de souffrance, c'est pas simple du tout. Et en particulier, par exemple, chez les mères infanticides, les mères qui tuent leurs enfants, vous voyez, vous, dans les publicités ou des gens que vous rencontrez, qui sont enceintes, qui viennent d'accoucher, vous dire « Mon Dieu, c'était une catastrophe, c'était une horreur, etc. » Je ne sais pas, j'ai compris, j'ai été bouleversée, je ne savais même pas comment donner le sein à mon enfant. Non, vous entendez rarement ça. Ou alors c'est parce que c'est votre sœur, c'est votre mère qui vous le raconte. C'est-à-dire que, par exemple, dans les premières modalités de soins, c'est très compliqué de donner le sein à son enfant. On pense que c'est naturel, c'est pas très naturel. Il faut vous l'apprendre. Alors, pour le coup, une jeune fille, un enfant, une jeune fille qui a vécu effectivement des situations où narcissiquement elle n'a pas été suffisamment soutenue, encouragée, c'est-à-dire le plus beau cadeau qu'on peut donner à quelqu'un, c'est lui donner une certaine confiance en lui. Si effectivement il y a un grand sentiment d'absence de confiance, qu'est-ce que va, et puis avec un certain nombre d'angoisses particulières, parce que voilà, peut-être que cette femme va interpréter le fait effectivement que l'enfant la rejette. Alors que, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, alors ça porte un nom au niveau clinique et psychopathologique, mais il y a quelque chose qui, dans le social, si vous voulez, nous invite en permanence à faire comme si tout allait bien. Alors on va le dire quand c'est beaucoup plus organisé dès le départ, c'est-à-dire quand les blessures au niveau psychique sont des grandes blessures, c'est-à-dire avec une famille qui manque de tact, des familles dans lesquelles effectivement l'autre, on le traite comme un paquet de pommes de terre, c'est-à-dire sans penser que l'autre, subjectivement, il a des affects, etc. Forcément, ça va créer des situations qui sont des situations de vulnérabilité, mais qui vont être recouvertes par une espèce d'adaptation de surface. Et effectivement, la question de la criminalité, c'est peut-être aussi, pour une part, ce type de situation dans lequel, pendant très longtemps, il n'y avait pas de signe avant-coureur. Parce que pour être criminel, on est loin d'être bête. Et que du coup, il y a une espèce d'adaptation de surface qui fait qu'il n'y a pas forcément de signe avant-coureur. Et que pour le coup, on peut comprendre après, une fois que ça a craqué, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais pour le coup, la question des signes cliniques, moi je trouve que c'est une question qui est loin d'être évidente. Et c'est une question que moi, qui m'a beaucoup interrogée à partir notamment des mères infanticides, le nombre de femmes, moi, qui m'ont dit qu'elles tuaient leur enfant de peur qu'on leur arrache leur enfant. Pas parce qu'elles ne l'aimaient pas. On tue son enfant, on le met dans le congélateur. À côté, on lui donne un nom. Et on va le voir et lui parler, puis c'est le mari qui va découvrir que, etc. Voilà. Et pour le coup, on voit bien, si vous voulez, dans ces éléments-là, que c'est des logiques qui ne sont pas les logiques avec lesquelles on traite en permanence. C'est des logiques qui sont du côté des modalités affectives, du côté des modalités subjectives, qui sont des logiques très archaïques. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré une dame comme ça qui avait tué son enfant. Alors je ne sais pas si c'était dans les 72 heures, je ne sais pas si c'était un néonaticide, mais un petit bébé, parce qu'en fait, elle n'avait qu'une peur, alors déni de grossesse, enfin, pas déni de grossesse, c'est-à-dire elle savait qu'elle était enceinte, mais elle ne voulait pas le savoir, et en tout cas, moi, quand je l'ai vue après, voilà, elle en parlait, elle disait, mais moi, j'avais très peur, comme mon conjoint avait déjà d'autres enfants, que s'il voit que j'étais enceinte, il me laisse tomber. Et pour le coup, elle a accouché toute seule, son mari était parti, et puis elle l'a caché dans le congélateur, etc. Donc vous voyez, ces logiques-là, c'était une dame qui travaillait, qui avait un travail, qui avait été étudiante, etc. etc. Et les signes, en fait, avant-coureurs sont très, très compliqués. C'est-à-dire de faire des logiques qui soient des logiques prédictives, moi je trouve que c'est pas les logiques humaines. L'humain, il est extraordinaire. Il s'adapte à des situations
incroyable. Il est capable de faire des choses horribles aussi. Mais voilà, c'est vraiment une pâte à modeler. Et il y a peu d'invariants. Enfin, il y a effectivement les modèles qu'on a, les modèles psychopathologiques et cliniques, on essaye, comme tu le disais, de faire des invariants. Mais c'est tout le temps... voilà, ça peut basculer tout le temps dans des choses très bonnes, comme dans des choses assez catastrophiques. Oui, je rebondirai un petit peu simplement pour préciser quelques éléments sur la question de la prévention. J'ai beaucoup parlé de la question de juge des enfants, d'aide sociale à l'enfance. En effet, peut-être que c'est là que la prévention peut être le plus efficace comme premier pas, notamment premier pas vers des soins, qu'il s'agisse justement pour des enfants, des adolescents qui vont être repérés comme violence, qui vient signer une souffrance personnelle et familiale, qui pourrait déboucher à l'âge adulte, en effet, soit sur des troubles de la personnalité qui conduisent, par exemple, à des tentatives de suicide, soit sur de la délinquance et de la criminalité, soit sur du terrorisme, en effet, c'est-à-dire le terreau d'une adhésion à la violence et à la haine qui peut soit se dérouler dans l'environnement, par exemple conjugal, soit aller au-delà, c'est-à-dire se projeter sur la scène terroriste. Ce qui est essentiel, et c'est peut-être là que je rebondirai sur la question des mères, justement, c'est que, en effet, ce n'est pas commun d'oser dire qu'on souffre. C'est-à-dire comme pour la question... Et je me souviens à cette occasion d'une expertise d'une mère, il n'y avait pas de père en l'occurrence, et de 3 filles, qui étaient suivies au long cours par les services sociaux, qui avaient été placées, tantôt rendues à la mère. Et à un moment donné, il avait été mis en évidence que justement, la stratégie de ces 3 filles était de dire en permanence que tout allait bien. Et finalement, plus elles disaient que tout allait bien avec leur mère, plus les services sociaux, à juste titre d'ailleurs, se braquaient. Parce qu'il y avait une discordance majeure entre le fait qu'elles disaient que tout allait bien et le fait que tout allait mal, et d'ailleurs depuis leur réponse. Et l'une d'elles, qui était peut-être la plus intelligente et la plus subtile des 3 sœurs, avait un jour osé dire que ça n'allait pas du tout en fait, que la mère était extrêmement fragile, que les 3 sœurs allaient extrêmement mal. Et à ce moment-là, elle s'était rendue compte que, eh bien, il y avait un élargissement du droit de visite chez la mère. C'est-à-dire que, paradoxalement, elle pensait qu'en mentant, elle allait retourner chez sa mère, alors que plus elle mentait, moins elle voyait sa mère. Et à juste titre, puisque justement, il n'y avait pas d'ouverture. Et c'est la sœur qui avait mobilisé l'ensemble de la fratrie et la mère que j'avais rencontrée à une étape de leur vie où les 3 sœurs, un peu de façon différente, commençaient à dire la vérité. Ça ne va pas du tout, notre mère, elle boit, notre mère, elle est incapable de s'occuper de nous. Et justement, il était possible dans ce contexte-là de commencer à mettre en place un droit de visite en lieu neutre, pourquoi pas à la journée, puisqu'il y avait un repérage. Et que les 3 filles se rendaient compte selon des degrés différents, parce qu'en fait, les 3 n'étaient pas aussi avancés dans le processus de sincérité. Ce qui revient à dire qu'il s'agisse de la prévention, on pourrait dire un peu primaire, comme on dit en médecine, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des problèmes, ou la prévention secondaire ou tertiaire, c'est-à-dire il y a déjà eu des problèmes et on essaie que ça ne rechute pas, c'est la question de l'adhésion. Et en effet, quand une idéologie vient faire paravent, soit une idéologie extérieure, un peu comme l'idéologie terroriste, soit une idéologie familiale, qu'il faut mentir pour se protéger, soit une idéologie un petit peu psycho-affective, par exemple un auteur de violence conjugale qui estime que toutes les femmes sont méchantes, par exemple, et qui va le seriner en expertise, ne se rendant pas compte que c'est la meilleure façon de rester incarcéré le plus longtemps possible. Eh bien, quand il y a un paravent, quand il y a un obstacle à la psychothérapie, c'est là en effet que la prévention échoue. Pour rebondir un peu sur les réponses que vous avez données au début, on entend souvent que le traumatisme la criminalité viendrait d'un traumatisme dans l'enfance. Est-ce que, par exemple, parents absents, enfants battus, est-ce que c'est si vrai que ça ou c'est un peu un mythe et ça peut se développer aussi à l'âge adulte ? Alors moi je dirais que les traumatismes sont de différentes sortes. C'est-à-dire qu'en effet, statistiquement, sur des grandes populations, on remarque, je vais vous donner un exemple, que le fait d'avoir été exposé à des abus, notamment sexuels, précoces et d'avoir été en rupture avec les parents et notamment le père est un facteur de risque de présenter des tentatives de suicide. Les grandes études sur la problématique suicidaire, qui ont notamment été beaucoup développées à Lyon à partir des années 60, parce que ça a été un pôle leader de la prise en charge des suicidants, l'hôpital Édouard Herriot, au centre hospitalier de Lyon-Sud,
très rapidement, les psychiatres et les psychologues qui sont arrivés sur le terrain, appelés au secours par les services d'urgence, se sont rendus compte, là pour le coup, d'un variant, mais c'était important de penser un peu en termes d'invariant, c'est-à-dire que oui, c'était indépendant de leur volonté, que ce n'étaient pas des malades mentaux, qu'ils n'étaient pas si dépressifs que ça, et qu'il y avait une histoire de vie. Et finalement, c'est là aussi que se sont développés les concepts de troubles de la personnalité. On a parlé d'états limites. Il y a eu des psychanalystes qui ont écrit des ouvrages sur les états limites, par exemple, qui rejoignaient la question des suicidants. C'est-à-dire qu'il y avait une interaction entre la pratique de terrain et des grands sujets théoriques. Et on peut dire la même chose, en effet, de la population carcérale. Alors là où, en effet, c'est important de comprendre que la question traumatique n'a pas le même impact selon les individus, d'une part, au sein d'une même fratrie, et d'autre part, certains faits peuvent être traumatiques sans qu'on ait l'impression qu'ils sont traumatiques objectivement. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les négligences, par exemple, c'est-à-dire des enfants qui ne sont ni portés ni étayés, mais chez lesquels tout semble aller bien. Et d'ailleurs, il y a un peu comme des plaisanteries entre psychiatres et psychologues, c'est-à-dire que moi j'ai rencontré beaucoup, je dirais, à la fois dans le soin d'ailleurs, mais également en expertise, des enfants qui sont repérés trop tard comme allant mal, parce que rien ne vient signer un traumatisme extérieur, justement. C'est-à-dire que bien souvent, et c'est là peut-être qu'il faut nuancer ses propos sur le traumatisme, quand on pense à quelqu'un de traumatisé, on a une image dans la tête très stéréotypée. Un enfant pauvre, issu de l'immigration, vivant dans un quartier, avec des parents véhéments, qui n'adhèrent jamais à rien, tant au suivi pédiatrique qu'au suivi médical qu'au suivi social, etc. Mais même si cette vision, repose sur une certaine réalité statistique, elle nous rend aveugles par rapport à toutes les situations de gens qui ont l'air d'aller très bien et qui vont extrêmement mal et qui sont repérés beaucoup plus tard. Et là où je parle un peu de psychiatrie entre psychologue et psychiatre, moi j'ai un ami qui est médecin-chef en pédopsychiatrie et qui me disait toujours celui-là, s'il avait habité Vaux-en-Velin, il aurait été placé à l'âge de 5 ans. Alors que parce qu'il habite dans le 6e ou dans le 2e, il n'est repéré qu'à 15 ans. J'ai une histoire que je raconte toujours, que je racontais encore hier à des avocats, dans une permanence dont je m'occupe, qui s'appelle Mercredi, j'en parle à mon avocat au barreau qui accueille des mineurs. J'ai vu, moi, de mes yeux, des enfants dénutris, comme en Afrique subsaharienne, avec un kwashiorkor, c'est un œdème abdominal lié à la dénutrition, des enfants qui ne mangeaient jamais, qui vivaient dans un appartement dont le loyer était de 12 000 euros, dans le 2e arrondissement de Lyon. 12 000 euros qui n'avaient jamais été payés par les parents. Et les enfants vivaient sur des nattes, sans jamais manger, ils ne mangeaient jamais. Et il y avait des affiches de 3 mètres sur 2 pornographiques dans l'intégralité de l'appartement. Ces enfants, ils venaient à pied à l'école, ils étaient dénutris, personne ne s'inquiétait. Parce que les parents semblaient super, etc., etc. Ils étaient au RSA, ils avaient été cadres supérieurs pour l'homme et son assistante pour la femme, c'était une 2e union. Ils avaient eu un emploi extrêmement valorisé. Ils avaient en fait commis une escroquerie, c'est la raison pour laquelle ils avaient été virés de leur entreprise, qui avait évidemment mis ça sous silence pour ne pas être repéré par la presse. Mais on voit bien que là, c'est une histoire de chasse, une histoire un peu caricaturale. Mais des histoires comme celle-ci, j'en ai de nombreuses à raconter. C'est-à-dire qu'en effet, la question du traumatisme doit être entendue, bien évidemment, comme le traumatisme tel qu'on l'a en tête. Les violences verbales, les violences physiques, les violences sexuelles, etc. Mais peut s'entendre par des choses beaucoup plus subtiles, qui sont des négligences, un désétayage, une indifférence à autrui. Par exemple, des familles, ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent en expertise de délinquance sexuelle. Moi, j'ai rencontré très souvent, et j'ai eu beaucoup de patients en psychothérapie, notamment des jeunes adultes, dont le terreau de la violence sexuelle a été des familles très bien insérées, qui étaient tout le temps entre adultes, alors que les enfants étaient tout le temps entre enfants. Par exemple, des gens qui étaient constitués par un noyau familial qui était constitué par 2 couples, par exemple un homme, son frère, plus les 2 épouses, et les 2 se voyaient tous les samedis soirs, se voyaient tous les week-ends, partaient tous les ans en Bretagne au même endroit, et ce terreau qui semblait absolument satisfaisant, avec des élèves très brillants à l'école, qui faisaient des études supérieures, en fait, c'était, je dirais, la porte ouverte à ce qui se passait. Les cousins germains, enfin un cousin germain de 4 ans, l'aîné de l'autre, qui violait son cousin systématiquement tous les week-ends, systématiquement toutes les vacances. Donc il y a, vu de l'extérieur, quelque chose qui va très bien. D'ailleurs, il n'y a aucun signe
de troubles du comportement, ni dans le sens d'une quelqu'un de réservé qui se faisait harceler par ses petits camarades, ni dans le sens d'un garçon violent avec ses petits camarades. Donc aucun élément de repérage. Et à un moment donné, au moment où le jeune adulte se met à sombrer dans la toxicomanie et dit à ses parents qu'il y a un problème avec le cousin et qu'un juge d'instruction est désigné et que le cousin est mis en examen et que le juge commence à dire il faut arrêter de fêter Noël en famille et que les parents disent on va quand même pas arrêter de se voir rien que pour ça. Vous voyez, rien que pour ça étant 10 ans de viol. Donc on voit bien que là, il peut y avoir, je dirais, du traumatisme, mais qui n'est pas caractérisé comme on l'entend habituellement. C'est-à-dire que les parents semblaient très bienveillants avec les enfants, tant du côté de l'auteur que de la victime. Ils étaient d'ailleurs catastrophés quand le jeune adulte est devenu victime. Mais il y a une forme de négligence beaucoup plus subtile et bien évidemment, cela peut se voir également dans les gens qui vont développer de façon très surprenante, pour le coup, des violences à l'âge adulte, le cas échéant terroriste, des violences à l'âge adulte qui n'étaient précédées d'aucun signe avant-coureur, d'aucun signe avant-coureur objectif, c'est-à-dire repérable par des enseignants, par un pédiatre, par un médecin généraliste, par les services sociaux, ce d'autant qu'il y a une résistance à repérer cela. Pour avoir travaillé en pédiatrie, et je dis ça de façon tout à fait bienveillante avec mes confrères pédiatres ou avec mes collègues puéricultrices, quand des gens issus de milieux favorisés venaient et qu'il y avait une suspicion de maltraitance, les puéricultrices disaient souvent, les pédiatres disaient souvent, c'est des gens comme nous. Vous voyez ? Alors qu'il y a les gens qui ne sont pas comme nous. Et à la limite, les gens qui ne sont pas comme nous, on protège leurs enfants, mais eux, oui, il y a un hématome, oui, il y a quand même un hématome sur la cuisse, oui, mais si ça se trouve, il a vraiment glissé de vélo, comme son grand-père nous le dit, alors que ça aurait été quelqu'un d'autre, il y aurait eu une vigilance plus importante. Et nous, psychiatres et psychologues, nous rappelions les familles pour une réhospitalisation afin de faire une investigation, finalement une investigation clinique, quitte à finalement se tromper parfois, et avec l'idée que le pédiatre, le psychiatre, le psychologue rencontrent les parents et disent ce dont on s'inquiète, ce qui nous inquiète. Donc dire les yeux dans les yeux à des parents, en effet, entre guillemets comme nous, attention, vous savez, il y a des choses qui nous inquiètent, on se pose la question de négligence, pourquoi pas de violence sexuelle au sein de la famille, avec des parents évidemment qui sont catastrophés, et pour certains qui ont des capacités de résistance et d'alliance avec les services sociaux qui vont faire s'enfuir, je dirais, cette famille d'un dispositif qui aurait pu être favorable, en effet, à leur soutien et favorable à ce qu'ils ne se développent pas de conduite violente à l'âge adulte. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis. Moi, je trouve que c'est important, effectivement, que la question du traumatisme, elle est fondamentale, hein, cette question que vous posez, parce que ça n'a pas du tout les mêmes enjeux, et le traumatisme n'est pas le même dans l'enfance, à l'adolescence, à la période adulte. La définition du traumatisme, ça serait tout simplement, enfin, tel que Freud la donne, c'est un débordement des capacités d'intégration. C'est-à-dire que c'est une situation que vous vivez, qui peut être traumatique pour vous et pas pour vous. C'est une situation que vous vivez qui déborde vos capacités d'organisation. C'est-à-dire que c'est une situation qui va provoquer de la sidération. Donc le traumatisme, il est très différent d'une personne à une autre. C'est pas... En revanche, par rapport à ce que tu dis, effectivement, ce qui est très important, c'est dans le langage des personnes, on peut être traumatisé par une situation, par un événement. C'est pas la même chose quand les gens vous disent j'ai été traumatisé, voilà ce qui m'est arrivé, voilà, c'est cet élément-là. C'est pas la même chose, effectivement, que ce qu'on pourrait appeler des constellations traumatiques, c'est-à-dire des gens qui ont été élevés avec une espèce de dysrythmie permanente, dans lesquels, finalement, l'image qu'on pourrait donner, on ne leur donne pas les clés de la maison. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui vous arrive que vous ne maîtrisez pas. Et pour le coup, ce que ça va renforcer très fortement, c'est des problématiques de dépendance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sa propre vulnérabilité qu'on ne montre pas et qu'on ne montre jamais, ça fait partie de son intimité. C'est pour ça qu'effectivement, on ne montre pas les moments où ça va mal, où ça se passe mal, parce qu'on ne veut pas montrer. Il y a quelque chose d'une côté d'une honte. D'ailleurs, les victimes qui ont subi des actes de violence sexuelle, elles ont honte. Ça fait partie des choses tout à fait logiques. Pourquoi ? Parce que normalement, on est censé maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et là, quelqu'un a prise sur quelque chose de corporel qui se passe à l'intérieur de vous et au niveau psychique
et au niveau corporel. Donc ça crée une honte, hein. C'est quelque chose qui est assez terrible. Et puis, un autre élément qui est extrêmement important dans la question du traumatisme, c'est qu'il y a deux choses qui me semblent très importantes. Et c'est la question du sujet. Dès qu'il y a un traumatisme qui arrive, vous n'êtes plus sujet. Lisez, alors je ne vous demande pas de le lire, mais si vous lisez notamment le Lambeau de Lançon, il y a des scènes qui sont absolument terribles, hein, qu'il décrit. Je pense qu'effectivement... Une victime du Bataclan. Oui, c'est une victime du Bataclan. Hein, c'est une victime du Bataclan. Il y a des scènes absolument horribles, mais alors on peut effectivement s'interroger sur la manière dont l'utilisation de l'écriture d'un livre permet de réorganiser la place du sujet. Voilà ce qui m'est arrivé, voilà comment ça s'est passé. C'est ce qu'on fait aussi en psychothérapie. C'est-à-dire que lorsqu'on va voir un psy, on remet du jeu. C'est pas ça a éclaté dans tous les sens, ça pétait, il y avait des gens par terre. C'est j'ai vu. Vous comprenez ? C'est pas la même chose. Ça va exploser, c'est partout. C'est j'ai vu, donc là, j'ai cette place-là. Je peux prendre cette place-là parce que je peux décrire de cette place-là en tant que sujet quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. C'est-à-dire de reprendre la place en tant que sujet dans une situation traumatique, c'est de vous dire que ça vous est arrivé et que vous y pouviez rien. C'est-à-dire que narcissiquement, vous y pouvez rien. Et c'est terrible de penser qu'effectivement, on est complètement impuissant. Voilà. Alors, il y a quelque chose, si vous voulez, de cette ressaisie du traumatisme qui est très coûteuse pour les gens. C'est pour ça que les gens vont en psychothérapie, ça peut être très long, ou n'y vont jamais, vont faire du saut élastique, vont faire d'autres choses, ou effectivement avoir des conduites alcooliques, etc., pour plus jamais avoir affaire à ça. Plus jamais. Voilà. Et puis il y a un autre élément quand vous lisez le Lambeau, c'est bien écrit, vous avez des passages où il dit voilà, le sang d'un tel, la goutte qui tombe, l'éclairage, c'est-à-dire qu'on voit que à travers des petits moments, la couleur du siège, la moquette qui était en train, on voit à travers des tout petits moments combien il essaye de tenir cette question du sujet. C'est-à-dire il y a encore, le sujet il est là, mais il existe encore. Et je crois que c'est ça la question du traumatisme qui est très violente. C'est qu'à travers cette question de la problématique traumatique, c'est qu'il y a une espèce d'effacement ou d'explosion du sujet. Et c'est très compliqué après de reprendre cette dimension de se sentir sujet. Quid, mais alors là vraiment c'est une extrapolation peut-être un peu hasardeuse que je fais. Quid effectivement des gens qui ont vécu des situations que tu décris, c'est-à-dire où il y a un traumatisme et c'est du côté effectivement de la famille, on ne le montre pas. On est suffisamment intelligent, on a intégré des normes, donc pour le coup on ne le dit pas parce qu'on ne veut pas trahir son groupe d'appartenance. Hein. Un enfant il ne trahit pas son groupe d'appartenance. Il peut faire, c'est assez extraordinaire d'ailleurs, c'est assez touchant. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, un enfant, il aime le parent maltraitant. Alors, quid effectivement des problématiques de conjugopathie qui vont réarrimer cette question-là avec des modèles de violence. Je ne dis pas d'hommes violents, je dis des modèles de violence. Parce que c'est le seul traitement, effectivement, c'est le seul truc que je vaux. Enfin, voilà. Quid effectivement des modèles de violence radicale, je n'utiliserai pas le mot de djihadisme, radicale, qui font que, dans le lieu même de la rencontre, c'est du traumatisme en permanence. En permanence. Merci beaucoup pour votre intervention. On va passer aux questions du public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On va vous distribuer un micro. Bonjour. Alors merci pour votre conférence qui était très instructive. J'ai beaucoup aimé. Ma question est simple. Vous avez beaucoup parlé des terroristes, donc plutôt ceux qui étaient perdus, ceux qui agissent et ceux qui recherchaient un peu une affection. Mais en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est au niveau des leaders. Au niveau des leaders. Pensez-vous vraiment que les leaders terroristes possèdent eux aussi une situation de faiblesse, de fébrilité comme leurs victimes, ou alors que c'est une situation totalement différente et qu'ils ont un autre objectif qui est parfois plus profond que juste une aide ou un objectif? Moi, j'ai envie de répondre que les leaders ressemblent beaucoup aux leaders dans le domaine du banditisme, par exemple. Pour avoir rencontré beaucoup de... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez la série The Wire sur Écoute,
qui est une série que je vous conseille vivement. Il y a un héros qui s'appelle Stringer Bell, qui est une espèce de leader charismatique du banditisme. Et on voit bien que l'organisation dans le banditisme, elle est finalement très proche d'une organisation, d'une entreprise. C'est-à-dire avec le top management, des cadres moyens et des ouvriers. Notamment les ouvriers, c'est tous ceux qui, là, dans The Wire, vendent la drogue, se planquent, surveillent, etc., etc. Évidemment, c'est ceux dont l'espérance de vie est la plus courte, parce que dès qu'ils commencent à trahir le camp, à vouloir s'arrêter, ils sont exécutés. Et il y a, je dirais, chez les leaders charismatiques, plus pour reprendre la question des 3 P, la question de la perversion et de la domination. Alors bien évidemment que sur l'histoire, on retrouve quand même des éléments d'histoire assez proches des éléments d'histoire qu'on rencontre chez, on va dire, ceux qui commettent des violences en général. C'est-à-dire qu'au niveau de l'histoire de vie, de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte, on retrouve ces carences, on retrouve ces traumatismes. Mais il y a une reconstruction finalement a posteriori sur des positions de domination très importantes, à travers notamment la fantasmatique, c'est-à-dire la fantasmatique de toute puissance qui vient contrecarrer la faible estime de soi-même. Ça, c'est quelque chose qui est observé, c'est-à-dire que la violence durant l'enfance et l'adolescence, chez les enfants et les adolescents victimes de violences, peut-être qu'elle apparaît moins par imitation de la violence parentale que par développement de fantasmes violents pour contrecarrer une image de soi très négative. On sait aussi notamment que dans la violence sexuelle, souvent il y a des fantasmes de domination qui apparaissent lors des premières masturbations, chez ceux qui deviennent des violeurs par exemple. Et pour les leaders charismatiques de mouvements terroristes ou pour les leaders charismatiques de mouvements de grand banditisme, chez des gens qui aussi sont très intelligents par rapport à leurs subalternes, il y a vraiment l'idée de se reconstruire autour du point essentiel de la domination d'autrui, et pas uniquement de la haine de l'autre, ce qui va être porté plus par les cadres ou par les ouvriers, en quelque sorte, de cette société ou de ce groupe d'appartenance terroriste. Juste par rapport à votre question, alors je vous remercie. Alors, moi, ce qui me venait, en vous écoutant, je me dis que dans le traitement de l'affect, des émotions, c'est ce qui vous arrive à l'autre. Il y a un moment où il y a un choix non-choix, mais par exemple dans la psychopathie, ou pour utiliser des catégories psychiatriques, il y a le choix de ne plus jamais utiliser ce truc-là. Et on va tout faire pour ne plus jamais utiliser cette modalité de l'affect. Parce que l'affect, elle vous rend vulnérable, sensible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'autre, vous le voyez souffrir, ça va vous faire arrêter. Quand vous ne ressentez plus d'affect, vous pouvez y aller. À mort. Alors, il y a un film comme ça qui est drôlement intéressant, qui est assez terrible. C'est les décalogues de Kieślowski, et vous avez c'est les 10 commandements. Et dans Kieślowski, vous avez le film qui est Tu ne tueras point, je crois. C'est celui-là. Le premier sur la peine de mort. C'est le premier, voilà. Et vous avez première partie du film, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un jeune des banlieues, enfin même pas des banlieues, c'est un jeune, voilà. Il a une quinzaine d'années. Je ne sais pas si on le dit ça comme ça, qui va tuer à un moment donné son voisin. Et à deux reprises. Pour un peu voir comment c'est de tuer quelqu'un. Etc. La première fois qu'il le tue, c'est pas très compliqué en fait. Il s'aperçoit que c'est pas compliqué. Tout le monde peut tuer finalement. Et puis il s'aperçoit que dans le taxi, il conduit le taxi, il tue son voisin qui était taximate, qui lui proposait un service d'ailleurs. Il lui dit, c'est un rendez-vous de boulot, je crois. Il lui dit, tiens, je vais t'amener, t'es en retard. Et puis il se met derrière. Et puis à un moment donné, il se dit, on voit bien qu'il est en train de se dire, tiens, si je le tuais, quoi, qu'est-ce que ça va me faire ? C'est assez rapide, ça paraît assez simple. Ça devient beaucoup plus compliqué au moment où il s'aperçoit qu'il n'est pas tout à fait mort. Et que là, effectivement, il va devoir choisir, dans un deuxième temps, tu me dis si je me trompe, il va devoir choisir entre le tuer ou pas. Et là, on voit que c'est très compliqué de tuer lorsque ça mobilise des modalités affectives. Il est obligé de le tuer une deuxième fois pour faire disparaître le fait qu'il est criminel. Mais le crime le plus terrible, c'est pas celui-là. C'est le dernier. C'est-à-dire que c'est le bourreau qui, lui, a la légitimité, peine de mort, de pendre
la personne qui a commis. Mais le bourreau, la scène est horrible. Et là, on peut dire que c'est du sadisme, hein. C'est-à-dire qu'il voit effectivement le condamné et il regarde les yeux, c'est-à-dire il regarde le passage entre la vie au trépas. Il regarde ce passage-là chez le condamné. Et là, on voit que le bourreau, qui est légitimement, lui, il est là, il est payé pour faire ça. Légitimement, lui, il a tout à fait le droit, effectivement, de pouvoir alors jouir, effectivement, de cette position supérieure par rapport à la condition humaine. C'est-à-dire que lui, il a le droit de donner la mort. Alors voilà, c'est des questions, si vous voulez, c'est sans réponse, mais ça veut dire que la question de l'affect par rapport à la violence et l'essor qu'on lui donne, c'est très complexe en fonction des contextes. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos interventions, c'était sincèrement passionnant, sur un thème qui est en plus aussi passionnant. Et j'avais une question à propos des réseaux sociaux, parce que quand même dans la construction du terrorisme, je trouve que l'influence est majeure. Et du coup, ma question se portait sur les réseaux sociaux. Et est-ce que le maillage de la maquette adolescente ou même juvénile, parce que maintenant on voit que c'est si jeune qu'on a accès aux réseaux sociaux, porte vraiment un intérêt sur cette construction qui plus tard va peut-être être dévastatrice, ou même à l'âge adulte, dans les situations carcérales. Ces liens qui sont digitalisés, du coup beaucoup plus simples, compliqués sûrement à trouver et surtout à capter au niveau des institutions. Comment vous le ressentez dans votre travail ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous avez dit, quand j'ai dit qu'on rencontre des terroristes ou en détention lors d'expertise, c'est souvent des histoires de réseaux sociaux, justement. C'est-à-dire où il y a eu un prosélytisme sur les réseaux sociaux, reçu d'un côté et produit de l'autre, qui va conduire à un moment donné à une mise en examen, parce que il y a eu un franchissement d'un cap, finalement, où ces gens ont été observés et on a compris qu'on allait au-delà d'un simple visionnage, mais qu'il y avait une intention terroriste, le cas échéant. En effet, justement, ça permet de répondre à une question qui nous avait été posée, la question du djihadisme d'atmosphère. Donc je redonne la définition de Gilles Kepel. Culture en rupture avec la République et ses valeurs, qui crée la désignation de l'autre comme un infidèle qu'il est licite de faire disparaître. C'est ce que je disais finalement au tout début, c'est-à-dire la rencontre entre quelque chose d'extérieur et quelque chose d'intérieur. Ce qu'il y a de particulier probablement dans les réseaux sociaux, et pour ceux que j'ai rencontrés, que j'ai expertisés, qui avaient été mis en examen justement pour ce genre de motif, c'est la sensation qu'il ne s'était rien passé finalement pour l'auteur. C'est-à-dire l'auteur pense à tort que, et on le pense d'ailleurs tous probablement à tort, que les échanges sur les réseaux sociaux ne nous engagent pas. Et même, on peut le penser à tort, je dirais, entre nous. C'est-à-dire, quand on envoie des SMS, quand on envoie des mails, il y a une dimension beaucoup plus officielle qu'on ne peut s'en rendre compte. Il y a eu récemment une histoire avec, on est hors du contexte de terrorisme, mais Ursula von der Leyen, elle a échangé avec le patron de Pfizer par SMS. Les SMS sont des documents officiels. Donc, tout d'un coup, on se dit, voilà, et donc il est déconseillé de dire du mal d'un confrère par SMS, voilà, c'est des choses qui peuvent se retourner contre nous, bien évidemment. Et moi, je l'ai vu aussi dans des histoires de mineurs, c'est une histoire pourtant très ancienne, comme quoi les SMS existaient déjà à l'époque, on n'était pas dans les réseaux sociaux, qui avaient été mis en examen pour le viol d'une petite camarade, c'était deux petits garçons, 13-14 ans, qui avaient été mis en examen pour un viol qu'ils avaient commis, ils ne le niaient pas. Mais le problème, entre guillemets, n'était pas les faits. Le problème, c'est qu'ils avaient échangé la veille une centaine de SMS où ils racontaient ce qu'ils allaient faire à cette adolescente, à leur camarade. Et donc évidemment que ces SMS, c'était beaucoup pour leur défaveur. Et là, il y avait le sentiment, en effet, autant ils reconnaissaient les faits à 13-14 ans, autant ils n'avaient pas du tout le sentiment d'avoir été à l'origine de problèmes dans ces échanges. Et ce qui est vrai pour les SMS, l'est évidemment pour les vidéos de décapitation ou pour l'encouragement à s'engager vers une lutte terroriste ou vers l'encouragement vers le fait de rejoindre un groupe et pourquoi pas de commettre soi-même un acte terroriste. C'est-à-dire qu'il y a l'idée finalement que cette digitalisation, que cette virtualisation n'existe pas, que ce n'est pas la vraie vie, que ça aurait été, qu'à la limite s'il l'avait écrit sur un papier,
Vous voyez, comme ce qu'on voit, par exemple, le monsieur que j'avais vu qui avait d'abord tiré sur son voisin, puis sur des policiers. Ce qui était intéressant, c'est qu'il avait écrit plusieurs centaines de pages avec ce qu'on appelle une graphorée et également une micrographie. C'est-à-dire qu'il avait une écriture toute petite et quand il était sous traitement, il avait une écriture normale, ce monsieur qui était schizophrène. Et donc, il avait été retrouvé, les policiers avaient retrouvé cette mine, cet objet très précieux qui était ses écrits. Et là, pour le coup, cet homme reconnaissait qu'il avait fait quelque chose en écrivant, tant du côté du fait de vouloir tuer ses voisins, que du côté de s'engager dans quelque chose de terroriste, l'un et l'autre se mélangeant dans un délire schizophrénique. Mais au contraire, les réseaux sociaux, ça paraît comme si c'était pas vrai. Et c'est peut-être là où il y a la dimension supplémentaire par rapport à des gens qui, par exemple, auraient planifié, comme on le faisait dans les années 70, sur un plan écrit, comme on le voit dans des films que vous n'avez peut-être pas vu, avec Lino Ventura ou je sais pas, Louis de Funès ou que sais-je, où les gens écrivaient sur un papier comment on allait braquer la banque, etc. Si on fait la même chose sur un réseau social, on a le sentiment que ce n'est pas vrai. Alors que si on l'écrit avec un stylo, que si, là, on a le sentiment que c'est un vrai projet. Puis il y a aussi, moi je pense, la question, alors Bernard Stiegler a beaucoup écrit plusieurs ouvrages, Mécréance et discrédit, sur alors il y a les réseaux sociaux, mais il y a le numérique. C'est-à-dire que dans le numérique, en fait, vous n'avez pas les modalités d'émotion. Vous n'avez aucune émotion. C'est pour ça qu'il y a des petits émoticônes qui viennent dire, etc. Vous avez vu, au niveau du boulot, nous, je sais qu'à l'université, dès que vous faites passer un mail un peu compliqué, vous allez prendre le téléphone parce que au téléphone, vous avez la modalité affective. Il y a de l'humour. Vous avez vu comme on a baissé notre capacité depuis le Covid à être dans des modalités d'humour. Pourquoi Parce que l'humour, c'est la capacité à jouer, à envoyer des messages qui sont contradictoires. Le corps va donner quelque chose, le message de langage va donner un autre chose, et les yeux encore un autre. Donc on va pouvoir jouer sur plein de messages. Du côté des réseaux sociaux, on ne peut pas jouer là-dessus. Et je pense qu'effectivement, c'est un moyen de communication idéal pour donner des informations, mais surtout, ça vous dégage des modalités affectives, complètement. D'où la difficulté qu'on peut avoir parfois de donner des cours en visioconférence. Je trouve que c'est un peu une catastrophe. Mais bon, petite parenthèse. Parce que du coup, il y a toutes les modalités affectives, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a un partage et un maillage. On n'est pas que là pour des informations, on traite, on organise, on s'engage en fait dans des informations. Et pour le coup, le numérique, le visuel ne permet pas ça. Merci beaucoup pour votre réponse. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est, pour des profils en tout cas qui sont déjà un peu entre guillemets divergents, c'est une fausse catharsis de se dire je vais sur les réseaux et je fais sortir tous ces sentiments qui seront peut-être, comme vous le dites, sans poids parce qu'il n'y a pas d'affect dans l'expression sur les réseaux, ou c'est vraiment une manière de montrer qu'on s'est peut-être réalisé avec ces réseaux parce qu'on n'arrive pas à le faire dans son entourage, parce qu'on est peut-être en marge de nos confrères ou même de nos pairs, et que du coup c'est le moment de montrer aux autres qu'on peut le faire, qu'on peut faire quelque chose. Oui, mais alors déjà utiliser les réseaux sociaux en disant je vais le mettre là et pas ailleurs, c'est déjà une capacité. C'est déjà de se dire qu'on peut utiliser un endroit, mais ça dépend ce qu'on fait passer sur les réseaux sociaux, je crois. Il y a une fonction, il y a plusieurs fonctions. Il y a la fonction dépôt, c'est-à-dire la fonction on va dire des choses, on va déposer des choses, on peut déposer des choses. Après, ce qui est à interroger, c'est est-ce que c'est un espace d'intimité extraterritorial ? Normalement, l'intimité, c'est quelque chose qui reste du côté du corps. Et moi, je pense que ce que relance et ce que réinterroge la question des réseaux sociaux, c'est est-ce que l'intimité peut se situer en dehors du corps et comment ? C'est-à-dire avec les règles du corps, c'est-à-dire c'est l'odeur, les sensations, tout un tas de choses, l'entendu. C'est ce qui fait que la vie a une espèce de sémantique complexe, c'est jamais joué, etc. Du côté des réseaux sociaux, non, c'est anticipable, c'est organisé de certaines manières. Donc c'est une autre règle, c'est-à-dire c'est donner de l'intimité dans un espace qui ne sera pas organisé avec les mêmes règles. Alors après, je pense que ça interroge sur quelle est la place de chacun vis-à-vis des réseaux sociaux. Ça, est-ce que c'est une identité périphérique ? Est-ce que c'est...
Oui, c'est l'extimité. Il y a des auteurs qui parlent d'extimité, c'est-à-dire le fait d'exposer quelque chose qui est intime au vu et au su de tout le monde, sans le percevoir vraiment, en réalité. L'extimité ou de déni d'intériorité. On parle de ça du côté, par exemple, des enfants qui veulent changer de sexe. Chez les enfants, c'est très courant, hein. Je suis sûre que vous avez changé de sexe plusieurs fois dans votre vie. Mais quand vous étiez petite, les filles font pipi comme les garçons, etc. Enfin, c'est des choses qui font partie de l'intimité, sans pour autant vouloir... Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même assez extraordinaire, c'est la bisexualité psychique. C'est qu'une femme peut tout à fait comprendre ce que vit un homme et le corps d'un homme, et inversement, sans être obligée de passer à l'acte, etc. C'est ce qui s'appelle la bisexualité. C'est que, sans être homosexuel, on a un ressenti vis-à-vis des femmes ou des hommes, voilà, qui fait... Et pour le coup, aujourd'hui, effectivement, le changement de sexe, c'est du côté du déni d'intériorité. Et je crois que les réseaux sociaux, c'est pas un pour ou contre, mais tous ces systèmes qui font qu'on n'a plus besoin du corps et de toutes les règles qui organisent les modalités, les communications à partir de nos corps, ben ça pose question aujourd'hui. Ça a une place qui est différente, en fait. Merci, un grand merci. J'avais une question relative à l'irresponsabilité pénale. Ça a fait beaucoup polémique, notamment dans des affaires comme le meurtre de Madame Halimi, il me semble. Et du coup, vous avez beaucoup parlé presque d'une forme de déterminisme, pas dans le passage à l'acte, parce que bien sûr, c'est à nous de nous émanciper de certains traumatismes pour justement ne pas passer à l'acte. Mais à quel moment on franchit en fait ce seuil de l'irresponsabilité pénale quand notre histoire, elle nous formate? Et aussi, par exemple, quand il y a, notamment chez les terroristes, comme vous parlez des fois de troubles psychotiques qui vont jusqu'à la schizophrénie. Enfin, à quel moment notre histoire nous dépasse au point de faire de nous des irresponsables? Voilà, merci. Alors, pour parler d'irresponsabilité pénale, on n'est plus dans l'histoire des enfants carencés, peut-être du repérage de l'enfance et de l'adolescence, pourquoi pas, mais on est plus du côté du registre de la maladie mentale, si vous voulez. C'est-à-dire que les motifs d'irresponsabilité pénale, ils sont extrêmement restreints, même s'ils peuvent faire l'objet de commentaires, je dirais, exhaustifs dans la presse, par exemple. Il n'y a pas de pathologie irresponsabilisante a priori, même si de fait, que ce soit en France ou dans les autres pays, notamment européens, il y a des pathologies très précises qui conduisent systématiquement à la décision d'irresponsabilité pénale. Il y a plusieurs conditions, mais la centrale, c'est qu'il faut qu'il y ait un trouble délirant qui soit à l'origine des faits, de façon directe et exclusive. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de présenter un trouble délirant, par exemple quelqu'un qui serait schizophrène et paranoïaque de façon chronique, mais si cette personne est suivie à un délire qui est relativement équilibré, qui existe et qui est relativement contenu, s'il y a une alliance avec une équipe de soins, à la fois dans un centre médico-psychologique, quand la personne va pas trop mal, et dans des unités intra-hospitalières, quand il y a une recrudescence délirante, si cette personne commet des faits répréhensibles par la loi, quels qu'ils soient, on ne va pas parler d'irresponsabilité pénale, parce que le délire ne sera pas aigu, ne sera pas au premier plan. En revanche, si quelqu'un, soit qui est psychotique déjà repéré comme tel, soit qui n'était pas repéré comme tel, développe un délire aigu, et que ce délire aigu est à l'origine directe et exclusive des faits. On a parlé des mères infanticides, en effet, moi j'en ai rencontré quelques-unes, dont une très récemment d'ailleurs, et des enfants, qui sont des adultes, en l'occurrence parricides, qui tuent l'un de leurs deux parents. Ce que j'ai rencontré, par exemple, pour les parricides, c'est un délire comme quoi, voilà, ma mère fume, c'est mauvais pour sa santé, donc je vais la tuer pour la protéger, et en même temps, ça protégera le reste de la famille, puisque elle ne nous contaminera pas par le tabac. Alors, dans des histoires d'attentats terroristes, moi j'avais vu quelqu'un qui avait poignardé deux rabbins devant une synagogue, mais son délire, c'était que quand les gens allaient dans une église, par exemple, s'ils regardaient un objet, par exemple une croix, eh bien, ils oubliaient Dieu, parce que Dieu, il est plus haut. Et ça, c'était son délire permanent. Et d'ailleurs, il était tellement, en l'occurrence, évidemment, alors là, c'est intéressant, parce que les deux rabbins, c'était un père et un fils, c'était à Paris, ils n'étaient pas décédés, par chance, parce qu'ils avaient été poignardés au niveau du cou à 2 mm de la carotide, l'un comme l'autre. Leur avocat, et c'est de bonne guerre, bien évidemment, et c'est le but aussi d'une chambre de l'instruction, parce que c'est en chambre de l'instruction qu'on les rencontre, disait, mais cet homme était quand même antisémite. Mais là, j'avais rappelé cette histoire de Sarkozy et de Napoléon. Nous étions deux experts, Jean Canterino. On l'avait rencontré
parce qu'il avait commis plusieurs faits en réalité, cet homme, c'était plus complexe que ça, mais il y avait plusieurs choses à dire. D'une part, on a dit que tout délire va glaner dans l'environnement les faits qui existent, se prendre pour Sarkozy, se prendre pour Napoléon, avoir un délire écologique ou avoir un délire mystique. Son délire était mystique en l'occurrence. Son délire, il y avait quelque chose de très cohérent quand on commençait à l'écouter, parce que son histoire là, de croix, je regarde la croix donc je regarde pas assez haut, quand je suis dans une église, oui, il accusait les fidèles de cela, de trop regarder les objets. Parce qu'il faut regarder en haut en fait. Et puis il était obsédé par Fourvière, par la montagne de Fourvière, puisque c'est une montagne justement et qu'au-dessus il y a Dieu, etc., etc. Et donc, en fait, cet homme, ce qui est intéressant, c'est de dire justement que l'idéologie antisémite, là, est uniquement délirante. C'est-à-dire qu'il glane dans son environnement.